Je vous remercie d'être venu ce matin. Je remercie Jean-Pierre de m'avoir invité à faire cette présentation. Je vais vous montrer des données, la plupart pour la première fois, sur des études qui viennent à peine d'être terminées. Donc nous sommes absolument enchantés par ces résultats. Comme vous l'avez peut-être vu dans plusieurs conférences, l'usage illicite des opioïdes et des opiacés a provoqué une crise de santé publique aux États-Unis. Différentes mesures ont été prises pour répondre à ce problème. Notamment, l'Institut national de la santé, le NIH, a lancé une initiative de grande ampleur qui s'appelle HEAL afin de doubler le financement pour la recherche et afin de trouver des solutions à cette épidémie. Différentes opérations ont été menées notamment à Philadelphie et à New York en essayant de tenir compte des besoins. L'ancien président de la FDA, la Food and Drug Administration, nous disait dans cet entretien que les opioïdes constituaient la plus grande crise à laquelle la FDA avait dû faire face. Pourquoi disait-il ça? Parce que l'épidémie a commencé par des opioïdes sous prescription et cette prescription qui a ensuite été utilisée de manière abusive. Et puis tout ceci a parfois débouché sur de l'usage illégal de fentanyl, voire d'héroïne. La naloxone est un moyen de répondre à ces overdoses d'opioïdes. C'est aujourd'hui possible dans le cadre de ces mesures pour les médecins généralistes d'en avoir sur eux et au cabinet. On sait que c'est un antagoniste en cas d'overdose à l'opioïde. On sait que la naloxone fonctionne et les associations ou les communautés qui fournissent de la naloxone voient réduire le nombre d'overdoses aux opioïdes versus les autres. Au Canada, ils ont eu le même genre de résultat avec la naloxone. Le problème néanmoins, et vous avez déjà vu cette diapo plusieurs fois lors de la conférence, le problème, c'est que le taux de mortalité continue d'augmenter en relation avec cette épidémie. Et c'est très préoccupant. Les dernières augmentations du nombre de décès sont liées aux opioïdes synthétiques, autres que la méthadone et essentiellement au fentanyl. Donc les programmes dont on a parlé sont efficaces à bien des titres, mais il y a encore moyen d'améliorer les choses. Vous avez ici une publication qui est sortie assez récemment, que j'ai trouvé intéressant. Ils y parlent de l'utilisation de la naloxone pour le traitement des overdoses d'opioïdes. Et voici une phrase ici que je vous cite qui m'a semblé être tout à fait adaptée pour la présentation de ce matin. L'utilisation efficace de la naloxone dans des contextes communautaires nécessite un dépistage afin d'identifier les patients présentant un risque d'overdose aux opioïdes. Il est intéressant d'évoquer l'utilisation de la naloxone chez les patients et leurs proches et de fournir une formation adaptée. Et ce sont les différents thèmes dont je vais vous parler ce matin dans ma présentation. Il y a 5 ans, quand cette épidémie a commencé à prendre de l'ampleur, nous avons obtenu une bourse pour étudier l'efficacité de la naloxone. C'était assez innovant à l'époque et peu de villes en disposaient. La question que nous nous étions posée, c'était comment maximiser l'efficacité de la naloxone. Nous nous sommes concentrés sur la partie formation, car à l'époque et encore aujourd'hui, la formation standard à l'utilisation de la naloxone, c'est peut-être 10 à 15 minutes, pendant lesquelles les personnes qui reçoivent les kits de naloxone se voient expliquer très généralement qu'est-ce que c'est qu'une overdose, quels sont les symptômes, quand on a utilisé trop d'héroïne par exemple, et voilà le kit. En gros, ça se limite un peu à ça. Et donc, on s'est dit que c'était insuffisant. Et nous
nous avons deux types de formations qui étaient étudiées. D'une part, une formation approfondie et puis la formation habituelle, c'est-à-dire ce que je viens vous décrire. Tous les participants à l'étude, donc on avait des sujets d'une part et d'autre part leurs partenaires. Donc toutes les personnes qui participaient à l'étude devaient amener quelqu'un de proche, un membre de la famille, un ami proche, le conjoint, des personnes qui du coup avaient aussi été partie prenante dans le sujet de l'étude. Donc tout le monde a reçu l'une ou l'autre des formations. Donc ils ont été randomisés en deux groupes, la formation approfondie, la formation de base. Et puis on avait essayé de répartir bien sûr les différentes personnes en fonction de sexe, en fonction de niveau d'addiction. On avait un cut-off, un score qui permettait justement de définir ce qui était une addiction sévère. On a essayé d'avoir aussi des gens avec des parcours très particuliers. On a eu des personnes qui ont été recrutées dans des centres de désintoxication, des personnes qui continuent de faire usage d'héroïne, des personnes donc en réhab. On a des personnes qui étaient encore sous traitement. Donc il y avait des personnes qui étaient encore sous buprenorphine ou méthadone. Et puis on a aussi eu des personnes qui n'étaient pas intéressées par une réhabilitation ou un traitement de substitution. Le traitement approfondi durait 2 heures environ, 1h30, 2 heures. Et nous avons inclus différentes composantes dans cette formation. D'une part, on a dit à ces personnes comment éviter une overdose. Donc on leur a parlé. On leur a proposé, expliqué qu'il ne fallait pas s'injecter seul, qu'il ne fallait mélanger des drogues, qu'il ne fallait pas mélanger des benzodiazépines, de l'alcool avec des drogues. On leur a dit que s'ils n'arrivaient pas à obtenir leurs opioïdes, et que pendant un moment donc ils avaient un sevrage et puis que donc ils revenaient à l'injection, il valait mieux recommencer avec une dose faible. On leur a parlé aussi des mesures respiratoires, comment ils pouvaient faire du bouche à bouche, comment on pouvait aussi mettre les gens en position de sécurité. Et puis on avait des mannequins sur lesquels on pouvait faire des exercices d'administration de la naloxone et d'assistance respiratoire. Pour la formation ordinaire, il s'agissait d'une formation qui durait 2 heures, lors de lesquelles les personnes ont regardé des vidéos informatives sur le VIH et l'hépatite C. Tout le monde en amont avait bénéficié de la petite formation de 10 minutes que l'on reçoit d'habitude dans le contexte de vie réelle. Donc nous avions ces deux bras. Donc un bras où on avait des personnes, on a mélangé en fait les participants, c'est-à-dire à la fois les participants et les personnes amenées. Donc on avait un groupe où à la fois le sujet et son partenaire avaient bénéficié de la formation approfondie, un où on avait mélangé les groupes et un où les deux n'avaient pas bénéficié de la formation approfondie. On pensait que cela permettait d'avoir une conception de l'étude relativement équilibrée et cela nous a permis aussi, ayant peu de participants, d'avoir un panorama aussi complet que possible. Après avoir reçu là où les formations, nous avons suivi ces personnes pendant 1 an et nous avons mesuré un certain nombre de paramètres. On leur a fait remplir des questionnaires sur leur connaissance quant aux overdoses d'opioïdes, s'ils étaient aptes à la reconnaître. On leur a posé des questions sur s'ils se sentaient à l'aise avec l'utilisation de l'analoxone. On a mesuré s'ils avaient utilisé le test, le kit. On a mesuré l'utilisation de l'héroïne à la fois par l'auto-rapport et aussi en faisant des tests urinaires. Donc, on peut formuler les mêmes critiques vis-à-vis de cette information que vis-à-vis des programmes d'échange de seringues. On peut se dire que quand on fournit des seringues stériles, on encourage les gens à continuer de s'injecter. Et là, on a entendu les mêmes critiques. Vous leur donnez les moyens de continuer de se droguer. Vous leur donnez de l'analoxone, vous ne les aidez pas à décrocher. Donc on a posé aussi des questions sur comment ils utilisaient l'héroïne, donc les comportements autour de l'utilisation. Vous avez ici
les données démographiques des trois groupes que vous ne lisez peut-être pas très bien, je vais donc vous les résumer. Essentiellement des hommes, trois quarts des participants étaient des hommes. Et comme je vous le disais, nous les avons stratifiés dans les trois groupes de manière à avoir une répartition homogène. Environ 75% des participants avaient plus de 40 ans. Essentiellement, c'était des Noirs et une population d'origine hispanique. Il faut savoir qu'à New York, nous avons une population très mixte et cela se reflète dans la stratification ethnique de nos groupes. Nous avons aussi stratifié les sujets en fonction de type d'usage et de sévérité d'usage. Et nous avions à peu près la même proportion de personnes qui étaient sous traitement ou hors traitement, à peu près 40% dans chaque groupe, et 10% d'entre eux sortaient fraîchement d'un centre de réhabilitation ou de désintoxication plutôt. On avait un certain nombre de personnes qui étaient sans emploi, quelques-uns avec des emplois. Le statut de participation était à peu près le même dans les deux, et le taux d'assurance était à peu près le même dans les deux groupes. Pour ce qui est des événements d'overdose, le taux que nous avons mesuré dans l'étude, c'était 2 à 3 fois plus élevé que ce que l'on avait estimé. Tout ceci parce que pendant que l'étude a été menée, le fentanyl a commencé à faire davantage de ravages. Donc nous avons eu plus d'overdoses que prévu. Nous avons reçu des rapports de 95 sujets qui ont utilisé à cette occasion l'analoxone. Donc ils se sont servis de l'analoxone pour sauver quelqu'un. Plusieurs des sujets ont aussi utilisé de manière abusive l'analoxone à plus d'une occasion. Pour chacun dans chacun des cas où il y a eu l'utilisation de l'analoxone pour un usage d'overdose, on a eu aussi des abus de naloxone. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent la personne qui portait ce kit de naloxone devenait la personne de secours pour tout leur entourage. Donc ils avaient utilisé le kit pour quelqu'un dans leurs environnements, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient eu une formation et une des personnes a utilisé le kit. La deuxième fois qu'il a utilisé le kit, la personne a couru vers lui et lui a dit viens vite, viens vite. Et donc il est allé avec eux et il a pu sauver donc cette deuxième personne. Ensuite, une troisième occasion, la personne est venue chez lui, mais il n'était pas là. Donc la personne a pris son kit et a sauvé quelqu'un d'autre à sa place. Donc il y a eu un espèce de processus organique qui s'est mis en place et une espèce de référence qui s'est mise en place. Parmi les tentatives de sauvetage, nous en avons eu 164 qui ont été réussies, donc sur 170 rapportés, et 6 malheureusement n'ont pas réussi. La personne est décédée. Nous avons eu 18 sujets qui ont rapporté eux-mêmes avoir une overdose pendant les 12 mois de l'étude. Et sur ces 18 personnes, plusieurs ont eu des overdoses multiples. Donc, certains n'ont eu qu'une overdose, mais à une personne qui a rapporté avoir eu 10 overdoses pendant la durée de l'étude, quelque chose bien sûr qui est assez préoccupant. Au total, il y a eu 28 événements d'overdose pendant le cours de l'étude. 8 sujets sont décédés pendant l'étude, 2 ont eu une overdose fatale aux opioïdes. Un est décédé de ce qui a été caractérisé comme un problème pulmonaire. Un est mort dans son sommeil. Et on suspecte que ces deux dernières occurrences sont aussi en relation avec une overdose d'opioïdes. Un est mort d'une complication chirurgicale, donc ça n'a rien à voir. Et 3 sont décédés pour une raison inconnue et on ne sait pas exactement pourquoi ces personnes sont décédées. Mais ce taux de mortalité est beaucoup plus important que ce que l'on attendait sur la base des données que l'on avait évaluées au moment où nous avons bénéficié du financement et commencé l'étude. Ce que vous voyez ici, ce sont les résultats des questionnaires qui ont été administrés sur les connaissances quant à une overdose d'opioïdes. Ça, c'est les résultats en haut. Et en bas, vous avez une échelle d'aptitude à utiliser les kits de naloxone. Alors, on est ici en période de préformation et juste après la formation. Dans tous les groupes, ils ont rapporté une augmentation de leurs connaissances sur l'overdose.
et aussi leur volonté, leur disposition à utiliser le kit. Il n'y avait pas de différence en termes de connaissances sur toute l'année qu'a duré l'étude. Une autre a été menée et je l'ai lue pendant que je travaillais sur celle-ci. Et dans cette étude donc de notre groupe, il disait que les connaissances avaient tendance à se déliter au fil du temps, que donc elles augmentaient juste après la formation, mais qu'après 6 mois, il n'y avait pas une bonne rétention de l'information. Nous, on ne l'a pas vu dans notre étude et cela était plutôt bien. Donc tout le monde a maintenu un niveau de connaissances tel qu'acquis après la formation et tous se sont déclarés relativement prêts à utiliser le kit, quelles que soient les conditions de formation. On a aussi regardé la probabilité d'utilisation du kit en fonction du type de personne. Donc ici, c'est tout au long de l'année d'études et on a le type d'utilisateur. Donc en rouge, c'était les personnes qui utilisaient de l'héroïne, en vert, c'était les personnes qui étaient sur un programme méthadone buprenorphine et en bleu, c'était les personnes qui sortaient de désintoxication et tous semblaient indiquer une probabilité d'utiliser le kit. Là où on a vu une différence, ça a été en fonction de la formation. Les deux groupes qui avaient bénéficié de la formation approfondie, donc ici ce sont des courbes, ici les deux courbes rouges qui se superposent, ces personnes ont utilisé plus le kit plus tôt comparativement à ceux qui n'avaient eu que la formation habituelle. Et quand les deux membres avaient été formés, donc à la fois le sujet et la personne qu'ils avaient amenée à la formation, lorsque les deux étaient formés, la probabilité d'utilisation du kit augmentait au fil du temps. Donc c'est vraiment ce groupe-là qui a continué d'avoir une meilleure probabilité d'utiliser le kit versus les deux autres. Et on s'est dit que c'était une découverte très importante, parce que c'est une chose que de donner un kit à quelqu'un et de lui expliquer comment l'utiliser après une petite formation, mais c'est aussi une autre approche que de leur apprendre réellement à utiliser le kit. Nous avons également suivi l'intérêt vis-à-vis d'un traitement. Donc c'était chez les personnes qui prenaient des opioïdes et n'étaient pas traitées. Et donc on a mesuré leur intérêt à se faire soigner avant et après une overdose. On voit ici que il y a une augmentation et cela semble intéressant parce que ce sont des gens, on a du mal à les faire se soigner. S'ils ne sont pas intéressés, ils ne vont pas faire l'effort. Mais le fait d'observer une overdose, c'est un événement très traumatisant, comme on peut l'imaginer, et c'est peut-être aussi une opportunité d'essayer de ramener ces personnes vers un traitement. En ce qui concerne le fait que l'usage d'héroïne allait augmenter chez les personnes à qui on avait donné le kit, la réponse est non. Nous avons constaté que l'utilisation de l'héroïne avait plutôt tendance à diminuer. Nous n'avons aucune preuve d'une augmentation de l'utilisation de l'héroïne. Mes collègues qui ont travaillé avec moi, Jermaine Joyce, a écrit un article sur les comportements addictifs dans LCVR où il nous dit qu'il n'y a pas d'augmentation de la sévérité de l'addiction en relation avec la disponibilité du kit. Donc le fait d'avoir le kit ne leur fait pas consommer plus d'héroïne. Nous avons pu tirer plusieurs conclusions de cette étude. Les usagers de drogue peuvent apprendre à reconnaître les symptômes d'overdose aux opioïdes et peuvent acquérir les connaissances et elles perdurent. Donc c'est l'un des enseignements qu'on voulait retirer. Savoir si on pouvait ou non enseigner à ces usagers de drogue, des gens qui n'ont pas de formation médicale, est-ce qu'on peut leur apprendre à bien utiliser le kit? Réponse oui, et ils conservent cette connaissance pendant une période de temps prolongée. Nous avons collaboré avec le docteur Strang et le docteur Neal du King's College à Londres. Nous avons fait une sous-analyse de nos données. Nous avons mené 40 entretiens et nous avons réalisé une analyse qualitative des données.
Nous avons constaté que les personnes utilisant des opioïdes sont très compétents dans leur utilisation de la naloxone pour lutter contre une overdose. Autre chose, c'est que le type de formation a réellement une importance. Le fait qu'un partenaire ou un ami soit présent est important également. La formation de 10 minutes, la formation de base, elle peut être suffisante, mais elle n'est pas réellement adéquate pour ensuite permettre une utilisation au long cours de la naloxone. Nous avons trouvé que l'utilisation d'héroïne n'a pas augmenté après que l'on ait fourni les kits de naloxone. Dans la période immédiatement après l'overdose, on a peut-être une fenêtre lors de laquelle on peut inciter les usagers de drogue à se faire traiter. Mais on doit aussi, bien sûr, fournir un conseil auprès des usagers sur les risques à utiliser la naloxone seule. Vous avez ce graphique qui montre les comportements d'usage. On voit que 77% des usagers en intraveineuse et des usagers par voie nasale s'injectent ou sniffent seuls, à 77 et 60% respectivement. Et c'est vrai qu'on a bien indiqué à ces personnes qu'il y a un risque accru à pratiquer seul. J'ai entendu une présentation il y a peu où même si vous avez d'autres personnes dans une autre pièce, si vous allez vous injecter dans la salle de bain, vous risquez de mourir d'une overdose seul dans la salle de bain. Donc on essaie vraiment de communiquer le message comme quoi il faut ne pas être seul. Et au bout du compte, vous voyez qu'on a une petite proportion de personnes qui pratiquent avec d'autres. Je remercie le NIDA pour avoir financé ce projet, ainsi que les membres de mon laboratoire qui m'ont aidé à recueillir ces données, ainsi que mes autres collègues avec qui je travaille depuis très longtemps. Le docteur Levin, qui a donné une présentation plus tôt lors du congrès, le docteur Haney. Donc ces deux personnes étaient là. Donc je pense que notre groupe de recherche était bien représenté à cette conférence. Je remercie également le docteur Hub Hebel. Il était le responsable de notre département pendant très longtemps. Nous avons toujours travaillé en bonne entente avec lui. Il est décédé en début d'année et nous sommes toujours très affectés par son décès. Il y a quelques jours, Google Doodle lui a rendu hommage au docteur Herbert Kleber, parce qu'il a vraiment changé la donne en ce qui concerne l'addiction aux drogues et il a vraiment changé la vie de beaucoup de personnes. Et donc je reconnais le rôle de mentor qu'il a joué dans ma carrière, je reconnais et je rends hommage à sa mémoire et je vous remercie infiniment de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup, docteur, pour cette excellente présentation. Il faut parler en français. Pardon de cette introduction un peu détachée, mais Madame Comer doit prendre son avion dans très peu de temps. Donc on va reprendre le cours de la présentation. Il s'agit d'un sujet qui nous préoccupe tous, qui est celui de la réduction des risques. Nous sommes tous inscrits dans ce schéma depuis une trentaine d'années. Nous avons beaucoup profité de l'expérience de la réduction des risques chez nos collègues étrangers, et c'est cette espèce de network qui nous a permis en France, d'une situation absolument catastrophique, il y a 30 ans, à devenir parfois un exemple pour ce thème de la réduction des risques. Ce qui est étonnant, et pour revenir à la réduction des risques sur l'épidémie d'opioïdes, c'est qu'aux États-Unis, 70 000 morts par an. En France, alors 500 morts par an, alors que nous devrions avoir proportionnellement 14 000 morts. Et je me posais la question de savoir si cette situation est due à notre politique de réduction des risques. C'est probablement une des raisons. Si l'on reprend très rapidement ce que représente la réduction des risques, ce serait premièrement que les laboratoires pharmaceutiques ne fassent aucune publicité sur leurs médicaments dangereux, ce qui est le fait en France depuis toujours. Le deuxième,
c'est la prescription des opioïdes comme antidouleurs. Et c'est vrai que, comme M. Bernard Kouchner nous l'a présenté hier soir, pendant des années, la morphine était très difficile à prescrire en France. On était très sous-représenté. Je me souviens, moi je suis cardiologue, j'allais aux États-Unis, j'avais des ampoules de morphine pendant les gardes, dans l'œdème aigu du poumon, on prescrivait de la morphine. En France, c'était très compliqué, il fallait aller à la pharmacie, oh là là, c'était très dur. Donc le deuxième point. Le troisième point, évidemment, ce sont les programmes d'échange de seringues sur lesquels nous avons été, en tout cas nous, les organisations non gouvernementales, assez précurseurs. Alors qu'aux États-Unis, c'était un gros problème, l'échange de seringues. On n'aimait pas ça. Et contrairement, nous n'avions pas le droit au traitement de substitution aux opioïdes, et eux avaient développé, par exemple à New York, des énormes programmes de méthadone. Donc vous voyez, je pense que ça n'est pas la seule raison, mais on voit qu'il y a une raison et qu'en fait, il faut que tous ces éléments soient en première place. Un des éléments, c'est l'accès gratuit de tous les usagers de drogue en France, 100%, dès qu'ils sont catalogués usagers de drogue, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale pour tout et tout le temps. Alors je me suis aperçu dans votre présentation que beaucoup ont une assurance. Donc voilà. Enfin, de travailler avec les associations d'autosupport, ça c'est fondamental. Il faut arriver à ce que tous ces messages, et les messages formidables sur la naloxone que vous avez donnés, évidemment ça se fait avec les usagers, et on voit comment c'est très intéressant d'imaginer comment ces usagers vont avoir une action sur d'autres usagers parce qu'ils vont leur donner des conseils. Enfin, les salles de consommation à moindre risque, je pense que ça, c'est sûrement un élément très important. En France, nous sommes très en retard. Nous avons 2 salles pour la France, donc ce n'est pas ça qui fait la différence. Voilà, je voulais vous dire ça, mais en gros, c'est quoi la diminution des risques? C'est de faire une politique basée sur les preuves et les droits de l'homme. Si on n'utilise pas ça, on prend des risques. Donc voilà, en gros, une petite présentation. Et je sais que notre ami Joan Colon, qui, en Catalogne, a développé le principe de réduction de risque de façon exceptionnelle, va nous montrer comment il faut. Merci beaucoup. Autrefois, merci pour pour avoir de l'opportunité d'inviter mon ami Jean-Pierre et Arcades. Je ne sais pas si c'est ici à la salle, mais merci beaucoup pour avoir de l'opportunité de présenter quelque chose de très passionnant. Je ne sais pas si c'est correct en français, passionnant, oui? Passionnant, exactement, merci beaucoup. Que sur la réduction des risques. Entre de la réduction des risques, je traiterai d'expliquer aujourd'hui la prévention de la overdose. Merci beaucoup, Président, pour l'introduction. Un moment. Ça se... Lui dit, elle disait antes... Tout à l'heure, en fait, on nous demandait ce que c'était. Qu'est-ce que l'on mettait derrière le mot réduction de risque? La réduction de risque suppose un changement de paradigme dans le monde des dépendances et des addictions. Les objectifs sont clairs. Alors, quand l'épidémie de sida apparaît il y a déjà de nombreuses années, une épidémie qui a permis dans de nombreux pays, qui a permis de se consacrer sur la réduction de risques. Il y a eu un rapport à ce moment-là des Nations Unies qui nous disait c'est le plus important est notamment de pouvoir préserver la vie, même avant d'essayer de changer ou de modifier la consommation des drogues. La valeur la plus importante était la vie. Alors réduire la mortalité, réduire la morbidité, les infections en fait qui accompagnent toutes les maladies qui s'accompagnent à la consommation des drogues, les conséquences, prévenir toutes ces maladies contagieuses. À augmenter le contact avec les services sociaux,
car ça va être un élément fondamental une fois qu'on aura réduit le risque, réduire la dégradation sociale, donc permettre l'accès au traitement. Car je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon schéma, mais je suis sûre qu'ici dans cette salle, il y a énormément de psychologues et j'imagine que vous vous rappelez donc des changements, de clés de changement des proclastas. Nous, dans les années 80, si la personne n'était pas sensibilisée, n'était pas convaincue pour accepter un traitement, n'était pas acceptée dans les différents groupes. Et alors, quelles étaient les conséquences? Les conséquences étaient la rue. La rue, c'est-à-dire pas de traitement, aucun accompagnement. Et pourquoi nous le faisions ainsi? Nous le faisions ainsi parce qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait être motivé pour poursuivre un traitement. Et je crois qu'on a changé la donne. On a changé de paradigme. On a considéré qu'il fallait tout d'abord se rapprocher, ensuite sensibiliser et par la suite traiter. Et cette étape qui, pour le Chaska, donc, nous va la définir comme étape de contemplation ou autre, en fait, n'était pas considérée dans le monde des addictions. Il y avait que l'action qui était tenue en compte, que l'on voyait. L'intervention était la seule chose que l'on envisageait. Donc, il est fondamental de pouvoir promouvoir le traitement dans ce sens. Et tout cela, tel que le président nous le disait, en fait, cela nous amène à avoir une vision de santé publique. Cela nous amène donc à pouvoir améliorer la qualité de vie de l'usager et quelque part une vision d'équité, de justice. Alors, c'est pas nous, c'est l'Observatoire qui nous dit qu'il y a cette intervention clé qu'il faut mettre en place pour réduire les dommages. Donc, permettre donc l'accès aux seringues et aux d'autres outils d'injection. Ensuite, et les traitements par le biais des substitutifs des opiacés. Et en fait, il met l'accent là-dessus et en plus, il nous parle de la plus forte couverture. Et après, on verra de quoi on parle. Bien évidemment, donc vaccination, et donc bien évidemment le dépistage de ces infections, traitement de ces infections, donc une sensibilisation, information sur la santé, une santé sexuelle, donc intervention donc combinée et adaptée aux consommateurs et à la situation in situ locale. Un quartier périphérique de Barcelone n'est pas comparable à un autre type de quartier à Barcelone ou Barcelone ou Marseille ou Marseille et Paris. Il faut s'adapter aux situations et aux personnes. Alors, travail dans la rue. Des centres pour réduction des risques. Et nous, en Catalogne, on a parié, on s'est centré sur les salles de consommation. Donc, regardez les 11 programmes que nous sommes en train de mettre en place actuellement en Catalogne. Tout d'abord, donc, c'est un traitement par le biais des agonistes opiacés. Et regardez un peu la couverture. C'est-à-dire, en fait, on couvre plus de 40% du nombre d'usagers de drogue du pays. Donc, nous sommes au-dessus de cette couverture. On est quelque part bien à atteindre l'objectif qui nous a été dicté par l'Organisation mondiale de la santé. Cela a provoqué bien évidemment donc une réduction de mortalité par overdose et une réduction de la consommation illégale d'opioïdes, donc une réduction donc de comportement à risque, à une réduction de la criminalité et bien évidemment une augmentation de la qualité de vie. Regardez les personnes qui suivent actuellement donc un traitement par méthadone. Nous avons 57 personnes qui suivaient ce traitement à la fin de l'année 2018. Et ensuite, nous passons par tout notre tissu et par tout notre système. On fait ce type de programme, nous les développons à partir de centres de prise en charge dans des hôpitaux, dans des communautés thérapeutiques. On passe aussi par les pharmacies et on travaille aussi dans les prisons. Nous avons la première prison où on a pu mettre en place donc ce type de traitement. La première prison en Espagne. Nous avons actuellement 54 personnes qui suivent ce traitement dans nos prisons. Et ensuite, on a relié donc méthadone et la buprenorphine. Encore une fois de plus, 590 personnes qui sont un peu dans tous ces espaces de la vie normale. Si l'on regarde encore le programme d'échange des seringues, encore un pilier fort pour la réduction des dommages. En fait, la situation de moyenne n'est pas bonne car l'année dernière, on a augmenté énormément le nombre de seringues distribuées, plus d'1 million que nous distribuons de manière gratuite. Vous voyez le kit, la
là, vous retrouvez des seringues, vous avez de l'alcool. Et on travaille aussi la prévention de l'hépatite C. Donc, il y a de l'alcool, il y a un SMAR, information et d'autres éléments d'information sur la question. Un schéma, toujours un schéma. Et cela va être relié à une application. Quand tu te retrouves dans n'importe quel espace, il y a ton Maps qui va te dire où est-ce qu'il faut que tu ailles, à quel moment il faut que tu ailles, où est-ce que tu vas pouvoir récupérer ta seringue. Et on l'appelle plus programme d'échange, on l'appelle programme de distribution. Car si bien au début, quand on a essayé de mettre en place ce programme, on essayait quelque part de couvrir et de récupérer un maximum les seringues usagées. Notre objectif est que chaque usager puisse accéder à ces 300 seringues par an. C'est notre objectif. Si en plus nous les récupérons par la suite souillées, très bien. Mais le premier concept est notamment qu'ils accèdent à cela. Et donc ça a provoqué les mêmes conséquences. Donc une réduction des infections et de la réinfection par VIH et hépatite C, une amélioration dans les consommations sans risque, une augmentation avec le contact, car on a plus de 600 points d'échange. Cela veut dire contact avec des gens, avec d'autres personnes, avec d'autres usagers. Donc une réduction dans ce qui va être le coût, parce qu'il y a moins d'infections, de traitements, pardon. Et en plus, on a réussi donc de réduire les seringues abandonnées dans la rue. Pardon, est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Vous pouvez revenir en arrière? Non? Alors, je peux? D'accord, oui, je vois. Alors, regardez. Alors, hier après-midi, on parlait de la moyenne de seringues. Nous, cette situation n'est pas bonne. Nous sommes au-dessus de 200 usagers an, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est une bonne couverture. 200 usagers an. On continue. Voyons. Pardon. Alors, c'est le nombre de seringues distribuées en 2018. 1 045 225. Et en bas, vous avez tous les points de distribution. Il y en a 622 sur notre territoire. Encore une autre ligne, des programmes d'éducation de rue. Ce sont des équipes spécialisées qui circulent, qui couvrent différents quartiers. Ils travaillent in situ avec les usagers, sur place avec les usagers. Et travaillent avec tous ceux qui ne viennent pas voir le centre de traitement, qui ne viennent pas ni dans les salles, qui ne viennent pas dans nos centres de café chaleur. On a des unités mobiles. En essayant de faire le même travail, c'est-à-dire tu ne viens pas nous voir, mais nous on va aller te voir. Dans ces unités mobiles, 3 notamment, en fait, ont une salle de consommation encadrée, c'est-à-dire que dans ces espaces mobiles, il y a un espace pour cette consommation encadrée. Nous avons 16 centres de réduction de risque, centres qui accueillent, qui écoutent la personne, qui ne jugent pas, et qui font en sorte de recueillir la demande en se concentrant uniquement sur la consommation. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer un climat de confiance qui va améliorer l'accès de l'usager à tous ces services. Nous disons toujours, nous avons une phrase, je suis sûre que vous serez d'accord avec nous. L'usager donc des drogues classiques est quelqu'un qui ne pense que à obtenir la drogue dont il en a besoin. Et alors, il obtient, et en fait, il va s'injecter 2, 3, 4, 6 fois par an, donc il va inhaler. Alors, vous imaginez jusqu'à quel point il est important donc introduire un changement pour cette personne, amener à changer un peu le cap de sa vie, apporter, donc qu'il puisse échanger des vêtements, qu'il puisse prendre un café chaud, qu'il puisse se laver les dents, qu'il puisse prendre une douche, qu'il soit entendu. Alors c'est le changement, et c'est pour cela que nous sommes convaincus de toutes ces possibilités. Il fallait écouter les histoires, et à partir de l'écoute des histoires, on peut introduire les changements. Donc les 16 centres
répartis sur notre territoire. Il y a bien évidemment des programmes d'échange de seringues, notamment sur 13. Il y a des espaces de consommation, il y a une coordination avec les équipes de rue, il y a en fait de l'éducation et donc une prise en charge médico-sociale et bien évidemment il va y avoir une prévention de l'overdose. Alors, ce sont les salles de consommation encadrées. 13 en Catalogne avec 7 millions et quelques d'habitants. On a donc 3 unités mobiles, 2 fixes. Alors, je crois que je n'ai pas besoin de vous parler des objectifs d'une salle de consommation. Vous les comprenez aussi bien que moi. L'objectif principal est améliorer donc cette pratique de ponction veineuse, mais il y a toute une série d'autres objectifs qui sont liés à la proximité, le contact et surtout liés à ce changement que l'on vise donc introduire. Quand on a fermé l'espace le plus important de consommation de drogue qui était à côté du port qui n'existe plus, ce quartier n'existe plus. Plus de 800 personnes au bout de 2 ans donc ont démarré des traitements avec des substitutifs. Alors des gens qui n'auraient jamais accepté un traitement, mais à partir donc d'une salle de ponction, donc à partir de ce contact avec un professionnel, à partir donc un encadrement de son action, en fait, ces personnes-là ont décidé de passer le cap et de se lancer et d'accepter le traitement. Alors, regardons le nombre de usages. En 2018, 145 916 usages. Alors, un usage, c'est rentrer dans la salle. On peut y rentrer plusieurs fois, la même personne. Mais on a identifié 3675 usagers. Et bien évidemment, ce sont des salles qui sont pour la ponction. Car nous en avons donc pour une injection intraveineuse. On a 145 000 usages. D'autres par la voie pulmonaire, en fait, d'autres salles qui passent par la voie pulmonaire. Mais là, c'est la voie intraveineuse. Et comment est-ce qu'on traite les infections de ce groupe cible? On a un plan spécifique pour l'hépatite C pour ces usagers. Je vous l'expliquais hier, donc je ne rentrerai pas. Et ensuite, nous avons donc cette éducation que l'on appelle la boule de neige. C'est un projet. Il s'agit de former les usagers en termes d'éducation de santé. Là, vous voyez donc, on leur montre comment faire donc des techniques de réanimation. On leur explique comment il faut se protéger des infections. On fait de l'information sur un sexe sûr, on fait des relations sexuelles sûres, etc. Alors, ça fait des années. Et en fait que quelque part, on finit par former les propres usagers pour qu'ils deviennent eux-mêmes des animateurs. Et on a bien évidemment identifié des espèces de consommation, des espaces ouverts, des quartiers concrets de Barcelone. Et pour ce quartier donc de consommation et de trafic, on a tout un plan d'action. Et bien évidemment, nous essayons et nous le faisons aussi des études avec de l'héroïne, avec de l'héroïne orale. C'est une étude que nous avons donc fait pour pouvoir comparer plusieurs substances et les choses sont arrivées à très bon port. C'était dans le milieu hospitalier, donc un traitement contrôlé, un essai contrôlé. C'est vrai qu'à l'époque, les gens nous disaient vous n'avez pas à pouvoir équilibrer l'héroïne que les gens prennent avec la prescription d'héroïne. Vous allez avoir besoin de tellement des quantités si fortes d'héroïne que vous n'allez pas pouvoir arriver à bon port. Donc au deuxième jour, on arrivait donc à équilibrer la dose que la personne consommait dans la rue. C'était une étude double aveugle, c'est-à-dire que ni les professionnels ni les usagers savaient ce qu'ils prenaient et c'était la décision de qui prenait de la morphine, de l'héroïne ou la méthadone, c'était une décision aléatoire. Et le résultat était très bon. Et maintenant, nous essayons de faire la même chose avec une nouvelle idée, avec la diacétyl combinée avec la naloxone. Et on est en train de travailler cette idée. Et là, je rentre dans ce qui va être la prévention d'overdose. Et donc, dont l'objectif est clair. Il s'agit de prévenir la mort pour une question de overdose. Et cela
est basé sur cette idée. En Catalogne, la mortalité par overdose dans les années 2010 était la deuxième cause des décès parmi les hommes jeunes entre 15 et 44 ans, et la quatrième cause pour des femmes entre 15 et 44 ans. Deuxième cause et quatrième cause. Dans une étude comparée de différentes villes, Rome, Barcelone, Amsterdam, Copenhague, Lisbonne, Dublin. Donc, regardez la courbe de Barcelone, le graphe de Barcelone. C'est la ville qui avait la plus forte mortalité en 94, 15, 16. Donc, la plus forte mortalité. Donc, c'est à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé donc de se concentrer sur la prévention de l'overdose à partir en essayant aussi d'éviter les décès. On a décidé de travailler aussi d'autres choses, améliorer la surveillance épidémiologique, homogénéiser les actions dans tous les centres, tel que Sandra nous le disait, quand on disait qu'est-ce qu'on est en train d'homogénéiser dans ce domaine, former les professionnels, c'est fondamental, Sandra aussi insistait là-dessus, former les personnes, les consommateurs, non seulement les consommateurs, mais aussi tout leur environnement. Donc, couple ou autre, coordonner toute cette stratégie avec les services de secours et la police, car nous, bien évidemment, quand on met au courant, donc tous les services d'urgence, on met tout le monde au courant, quoi, pour qu'ils interviennent d'une manière prioritaire. Et bien évidemment, donc, élargir certains services, comme ce sont les salles de consommation et les traitements avec des agonistes des opiacés. Quels sont les facteurs de risque d'une overdose? Tout d'abord, donc, la perte de tolérance, ça veut dire une période stable sans consommation des drogues. Imaginez quelqu'un qui a quitté la prison et en prison, il va y avoir une réduction de la consommation. Il y a une période de temps où il est possible qu'une overdose survienne. Donc, nous, indépendamment donc du programme que l'on applique, que ce soit de substitutif, de réduction de risque, indépendamment donc de la typologie du programme, on fait une formation et une prévention. Car à un moment donné, cette overdose peut apparaître. Une consommation par voie intraveineuse qui est avec une probabilité de décès 14 fois supérieure, mélange de substances, donc plus de risque avec l'héroïne, méthadone, quand on mélange avec de l'alcool ou quand on mélange avec d'autres éléments. Donc une consommation en solitaire, on a vu les données qui nous ont été présentées par Sandra. Alors, bien évidemment, dans les pays latins, alors, on consomme en groupe ou en couple. Donc, c'est plus notre réalité, plus que dans les pays du Nord. Nous, sauf en Espagne, nous, on le fait avec d'autres. Et on sort, on est toujours dehors, on est toujours avec du monde. Donc, pour cette fois-ci, et cela nous aide. Consommation de méthadone sans traitement, donc de la méthadone non prescrite et avoir été en prison. Donc, regardez les structures de cette intervention. Donc, l'élément central du traitement, ce sont les centres de prise en charge et de suivi. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous présenter tous ces projets et programmes qui rentrent, et qui sont gérés à partir des centres de réduction des dommages et des risques. Et donc, les centres qui se chargent donc de la gestion de la plupart de cela. Donc, en fait, un plan de centre, il y a toujours un plan d'overdose et qui nous amène quelque part à nommer responsable du plan et qui soit aussi le responsable clinique. On arrive à un protocole adapté au centre et on forme des professionnels et on forme aussi des usagers. Alors ces protocoles existent. Nous avons un protocole cadre qu'on a rédigé pour toute la Catalogne, mais ensuite on l'a adapté à centre de réduction des risques, à salle de consommation, centre de prise en charge, donc à communauté thérapeutique, unité hospitalière, ou même donc que l'on a adapté aussi aux prisons. Donc ce protocole, nous l'adaptons à chaque
à chaque centre et tenant compte des caractéristiques de tous ces centres. On va nommer un responsable du programme, on forme les professionnels en éducation sanitaire et on identifie les espaces de formation pour les usagers. Et en plus, on cherche un système pour enregistrer, pour savoir quel est le nombre des familles, quel est le nombre d'usagers, quel est le nombre de professionnels formés, etc., etc. Alors cette formation, donc, pour les usagers, donc en fait, cette formation en fait nous permet de former ces usagers dans ce qui sont donc tous les facteurs de risque. On transmet des mesures de prévention, on leur permet de savoir comment identifier un cas d'overdose. On va les former pour savoir comment agir face à une overdose. Et nous le faisons, cette formation peut se faire en groupe ou en individuel. Et dans certains endroits, on travaille la sortie. En prison, par exemple, on va travailler pendant le séjour en prison, on va travailler surtout sortir. Comment sortir et comment aborder la sortie. Alors, qu'est-ce que l'on fait en cas d'overdose? Celui qui est à côté, savoir si la personne est consciente. Si la personne répond, alors dans ces cas-là, on va le placer dans une position latérale. On va bien appeler, faire le 112. Nous attendons donc l'ambulance et nous regardons, nous observons la personne. Mais si la personne ne répond pas, on a deux possibilités. La personne respire. Dans ces cas-là, on va le placer dans une position latérale. On va bien évidemment faire le 112. On va injecter donc une seule dose de naloxone, pas nous, mais bon. Et finalement, nous attendons l'ambulance et on observe la personne. Si la personne ne respire pas, dans ces cas-là, en plus d'appeler le 112, on va faire une injection de naloxone et sûrement une deuxième prise. On va faire de la respiration assistée et du massage donc cœur. Et c'est quelque chose, ce sont des gestes que nous avons que les gens ont été formés. Et chaque usager des drogues ont ces sortes donc de permis ou un document qui leur permet quelque part de pas sortir à la police. Donc plus de 18 ans, personne de plus de 18 ans, donc qui a pu intervenir avec un professionnel. En fait, tous ces gens-là donc vont recevoir ce sorte de permis, aura de la naloxone et donc on enregistre, donc on note chaque fois que la personne vient chercher de la naloxone. Donc regardez un peu le kit de naloxone. En fait. Alors, là vous voyez, là tout le kit. Chaque usager, oui, c'est tombé. Oh. Ah. Ben, c'est vrai que mon kit a fait beaucoup de kilomètres, mais bon. Alors, vous voyez, donc, il y a un masque, s'il faut. On a l'alcool. On a les deux seringues. On retrouve des gants. Et bien évidemment, on en avait 2 doses de naloxone. Donc, une première dose et une deuxième dose, car la plupart du temps, il faut faire 2 injections. Donc regardez le kit que tout usager, mais avant, bien évidemment, il a été formé. Alors, qu'est-ce que l'on a constaté? On a constaté qu'il n'y a pas des effets pharmacologiques sans présence de opiacés. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de risques. Donc, la vie moyenne est inférieure à la vie de l'héroïne. Donc, on parle d'une dose initiale de 0,4 ainsi qu'une deuxième prise, donc une voie subcutanée. Et si on ne peut pas, on peut faire aussi par voie intraveineuse, mais dans ce cas-là, c'est toujours le personnel sanitaire qui va le faire, mais intramusculaire. Et les espaces, et d'ailleurs en forme, donc c'est les bases externes, deltoïdes, les quadrants externes, supérieurs externes, donc de la fesse, et pour de fessier. Et alors, cela ne pose aucun problème pour tout usager de drogue, ces espaces et ces voies. Et tout cela va s'accompagner donc des manuels. On a du matériel qui nous permet
permet de mieux présenter le processus. On a des vidéos, on a de la documentation, on a un site web avec une plateforme, une application qui peut aider en cas d'overdose. On a donc de toutes sortes de dépliants, posters, guides faciles, simples à suivre. Donc, attention avec l'overdose. Où est-ce qu'on peut faire cette injection? Quels sont les éléments? Comment est-ce qu'on fait? En fait, on leur dit, faites attention à la tolérance. On parle aussi du marché. On parle de la réalité de méthadone. On parle des risques. Comment consommer avec quelqu'un? Quelles sont les manœuvres pour pouvoir prévenir une overdose? Est-ce qu'on profite bien évidemment de cette situation pour introduire et pour changer des comportements et les résultats. Alors, selon les résultats que nous avons, des personnes en fait qui démarrent en traitement, à peu près 14 000 tous les ans, le 61% des Espagnols et les 41% des migrants déclarent avoir souffert d'une overdose dans leur vie. Et le 19,7% des Espagnols et le 14,7% des migrants parlent d'une overdose dans la dernière année. Et les 84%, en fait, le 94%, en fait, le 83%, en fait, ont été pris en charge de manière urgente dans un hôpital lié à l'overdose. Et regardons les résultats. On a formé 2109 professionnels. On a formé 977 donc pour distribuer et recevoir ce permis d'éducateur spécialisé. On a formé 9983 usagers. Donc, depuis 2009, bien évidemment. Et on a distribué 11 000 kits de naloxone. Donc, depuis 2009 jusqu'à 2018. Et qu'est-ce que l'on a obtenu? On a réussi à réduire les décès par overdose. Et regardez la réduction. Alors, le premier objectif qui était notamment de réduire le décès. Le deuxième objectif qui était donc d'augmenter le suivi épidémiologique, augmenter le contact avec les centres, ensuite réduire la morbidité. Le cinquième objectif qui était de permettre donc l'accès aux services. Nous l'atteignons donc avec un projet comme celui-ci. Et en 2018, donc, nous ne savons pas le nombre, mais nous savons le nombre d'overdoses qui ont eu lieu dans une salle de consommation. En 2018, il y a eu 214 overdoses dans la salle de consommation tout autour, dans l'escalier autour. Les 240 personnes, en fait, ont été récupérées grâce donc à ces programmes. Il n'y a pas eu un seul décès. Donc, les salles, donc, des réductions des risques est un élément de plus pour éviter la mortalité de ces usagers. Donc, les éléments clés, bien évidemment, savoir qu'il y a une mortalité forte, qu'il y a une probabilité forte d'overdose, que notamment c'est la cause principale de décès parmi les consommateurs, que cette réalité, nous pouvons l'éviter car on a le temps d'agir. Le décès donc survient au bout de entre 1 heure et 3 heures à la suite. Donc on peut agir, on peut quelque part en fait travailler là-dessus et il faut utiliser les outils qui sont là. Il faut distribuer ces kits, il faut agir sur les usagers, etc. Donc là, c'est des éléments que nous voudrions avoir. Actuellement, on a une prescription faite directement par nous à partir des services centraux, mais nous n'avons pas un usage qui intranasal. Donc, en fait, nous prescrivons donc la naloxone et
Et quelque part, en fait, on est fondé sur les protocoles et la formation que l'on donne à un professeur de lycée quand on va lui demander ou quand on va le former pour faire une piqûre d'insuline, donc à un élève diabétique ou autre chose. Donc, c'est le même protocole. Alors, on se dit, alors pourquoi, si on accepte qu'un professeur de lycée le fasse, pourquoi on ne va pas accepter que tous les professionnels qui sont dans tous ces centres, qui sont tous les professionnels, ne puissent pas le faire? Et en fait, je peux vous dire que la phrase principale, c'est que ce qui est important, ce ne sont pas les substances, ce sont les personnes. Merci beaucoup. Merci Joanne pour cette présentation très complète du programme de réduction des risques en Catalogne et qui, sur sa fin, rejoint la présentation de Sandra Comer sur l'intérêt de la formation des usagers de drogue à l'analoxone. Nous avons un peu de temps pour des questions dans la salle, si quelqu'un veut prendre la parole. Personne ne se lance ? Thank you. I'm Gavin Bart from Minneapolis. Merci beaucoup, Kevin Bock de Minneapolis aux États-Unis. J'ai une question pour Sandra. Avec la formation, les usagers d'opioïdes et le partenaire, est-ce que le kit était donné aux deux membres du tandem ou juste à un? Et si vous l'avez donné aux deux, est-ce que vous avez trouvé une différence dans l'usage? Autrement dit, dans le tandem, qui utilisait l'analoxone? L'usager de drogue ou son partenaire? Partenaire qui observait l'overdose, ou bien est-ce que c'était l'usager qui portait le kit de naloxone? Donc, qui a utilisé le naloxone en clair? Est-ce que c'était l'usager lui-même ou son partenaire? Alors, on a eu du mal à réellement avoir la réponse. On s'est même posé la question au moment de la conception de l'étude, savoir si on donnait le kit aux deux personnes. Au bout du compte, on a décidé de ne le donner qu'à l'usager de drogue. Et si on devait le refaire, peut-être qu'on donnerait le kit aux deux personnes. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'usager qui avait le kit. L'autre personne ne vivait pas nécessairement avec l'usager de drogue. Et nous n'avons eu que 28 événements d'overdose par le sujet à l'étude. Donc, on avait 178 événements au total où on avait pu... donc, on a eu 170 événements d'overdose et parmi lesquels 28, c'était une intervention sur une overdose sur une autre personne que l'usager et son être cher. Donc, il y a aussi des cas où l'analoxone a été utilisé en trop grande quantité. La majorité des personnes, donc sur les 28 overdoses que nous avons vues, il semblerait que la majorité de ces overdoses aient été traitées par l'être cher ou par quelqu'un qui était dans le lieu et qui a pu utiliser le kit. Donc le nombre de personnes, donc sur ces 28 personnes, on en avait 18. Pardon, parmi ces 28 personnes, les 18 qui ont décidé de chercher un traitement est un chiffre intéressant. Il faudrait que je revienne dans les données parce qu'on en est encore à faire des analyses intermédiaires. Mais il faut savoir que nous avons recueilli les dernières données il y a à peine une semaine. Donc, on n'a pas encore suffisamment de sujets pour répondre plus précisément à votre question, à savoir combien se sont fait traiter après avoir observé un événement d'overdose. Est-ce que ça répond à votre question? Vous avez encore une autre question ici, il me semble. Oui, je voudrais tout simplement compléter ce qui a été dit par ma collègue Sandra.
Dans notre cas, en Catalogne, on donne le kit à la naloxone, ce kit complet que je viens de vous montrer, aussi bien aux usagers, puisqu'à un moment donné, eux-mêmes, ils le portent avec eux. Si ce n'est pas eux, évidemment, en pleine surdose, ce sera difficile de l'utiliser. S'ils ne répondent pas, ça devrait être une autre personne. On leur donne aux usagers, mais on les donne aussi aux familles que nous avons entraînées et aux pères qui participent dans le projet. L'idée, c'est que l'usager le porte toujours et en cas de besoin, l'accompagnant, le père, le couple peut prendre ce kit et aussi l'utiliser. Mais on le remet également aussi à des membres de la famille, des accompagnants et au père. Todd Korthus, Portland, Oregon, USA. Je viens de Portland, aux États-Unis. J'ai une question pour le docteur Comer et le docteur Colom. Je suis curieux quant aux critères de recrutement et comment vous avez pu choisir les patients qui avaient eu le plus de risques d'overdose. Vous avez fait un travail impressionnant à Barcelone et il semblerait que vous ayez sélectionné, mais ce n'est peut-être pas quelque chose qui puisse être mis à l'échelle pour les États-Unis où les besoins sont plus grands. On travaille sur des projets pour faire de la sensibilisation, en particulier dans les régions rurales. Et je me demandais quelles étaient votre pensée. Comment on peut faire cette mise à l'échelle de programmes de distribution de naloxone, en particulier dans des contextes où on a peu de ressources? C'est une très bonne question. Dans notre étude, nous avons essayé d'être aussi inclusifs que possible. Les critères d'inclusion, c'était toute personne avec un trouble d'usage des opiacés, les personnes qui étaient dépendants, les personnes qui étaient sous buprenorphine ou méthadone. Nous avons exclu les personnes qui avaient du Vivatrol ou de la naloxone parce qu'on pensait qu'il y avait un risque d'overdose moindre avec ces traitements de maintenance. On sait que les personnes qui ont de la buprenorphine et de la méthadone, on le sait qu'ils ont aussi une moindre incidence d'overdose, mais potentiellement ils peuvent cesser de prendre leurs médicaments et reprendre de l'héroïne. Et c'est des choses d'ailleurs que l'on observe assez fréquemment. Donc, parmi nos critères d'exclusion, il y avait finalement assez peu de critères. On avait des personnes qui pouvaient avoir des troubles psychotiques. Il fallait quand même que ce soit des patients qui sont capables de comprendre, de lire l'anglais, parce que les questionnaires étaient en anglais. Donc, pour ce qui est de la mise à l'échelle, je pense que la population cible est certainement celle qui, donc des personnes usagées d'opioïdes, mais qui ne sont pas sous traitement. Donc je ciblerai d'abord ceux-là. Les usagers par voie intraveineuse me semblent être ceux qui ont la plus forte probabilité d'overdose. Donc pour moi, ça serait deux groupes de forte priorité, les personnes qui utilisent du fentanyl, parce que vous savez que le taux d'overdose est énorme en ce moment. Quand nous avons commencé notre étude, on a eu une overdose par fentanyl par mois, voire deux par mois. Et à la fin de l'étude, c'était une par deux par semaine. On a même eu 4 overdoses par semaine, une certaine semaine. Donc si vous avez un patient qui vous dit, qui est positif donc au test au fentanyl, qui vous dit qu'il utilise seul, qu'il n'a pas de filet de sécurité ou de soutien familial ou autre, je prioriserai celui-ci, évidemment. Qui va expliquer comment eux, ils ont choisi de diffuser très largement alors la naloxone. Primero, si me permites también contestar también la pregunta. En nuestro caso, quizás no me he explicado bien. El único criterio de exclusión único por una cuestión legal es tener menos de 18 años y, como ha dicho mi colega Sandra, también si una persona no está en condiciones, tiene un trastorno grave psiquiátrico, que no pueda actuar adecuada y correctamente en caso de necesidad.
pero ninguno más. No hay ningún. Y segundo, yo creo que es un programa. Et en deuxième lieu, c'est un coût-profit très important. Il n'y a pas d'autre raison d'exclusion que effectivement le fait de ne pas avoir effectivement des troubles psychiatriques. La formation est très bon marché, donc même en ayant très peu de ressources, il est parfaitement possible d'utiliser ce type de programme, même dans des situations les plus urgentes. Et concernant ce qui avait été dit par Véronique et sa question, ce que nous faisons pour divulguer ce programme, c'est de prendre en considération le réseau, parce que les professionnels de ce réseau sont les premiers que l'on forme en prévention de overdose. Et à leur tour, eux, ils donnent cette formation aux usagers. Et ils le font dans différents endroits, dans les centres, les établissements, mais également dans la rue, mais également dans les unités mobiles, particulièrement dans les centres d'injection. Là, il y a des ateliers constamment de formation et nous faisons aussi une politique de réduction de risque. On utilise la formation et la génération de ce projet et programme dans n'importe quel endroit où il est possible de le faire. Et ce que nous faisons, c'est un programme en cascade. D'abord, on forme les professionnels. Ensuite, ceux-ci vont former les usagers. Finalement, les usagers vont donner de la formation à d'autres usagers. Oui, je profite de ma situation d'être sur le panel pour poser une question. Je trouve que l'exemple de notre ami Colonne est exceptionnel parce qu'il recouvre tous les éléments de la réduction des risques et pas seulement en qualité, mais aussi en couverture de la Catalogne. Est-ce que ce programme est comparable dans les autres régions d'Espagne? Et est-ce qu'on constate dans ces autres régions une chute aussi importante des overdoses, puisque, si je comprends bien, 50% de moins d'overdoses en une quinzaine d'années? Bien, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que moi, je fais partie et je suis également celui qui a lancé ce programme. Mais en termes de prévention de risque, c'est vrai que cette ligne n'est pas utilisée dans d'autres territoires en Espagne. Le plan national qui a son siège à Madrid nous avait demandé à nous, en Catalogne, de faire un projet pour le développer sur d'autres territoires. Nous essayons de le faire. C'est vrai aussi que sur les overdoses les plus importantes, c'est bien où il y a le plus grand nombre d'usagers par voie intraveineuse. Et c'est normalement les grandes villes, Barcelone, l'aire métropolitaine, Madrid, Valence, la partie nord de Bilbao, par exemple. Mais comme tel programme structuré, cela n'existe pas sur d'autres territoires. Mais je sais que le plan national est intéressé car lors d'une des dernières réunions que nous avons tenues, nous avions fait, nous, la présentation de ce projet et on nous a demandé d'aider à divulguer ce programme sur le reste donc, du territoire espagnol. Je voulais mentionner autre chose. Quelque chose qui a fait l'objet de controverses à différents endroits où nous avons promu l'utilisation de naloxone pour l'usage contre les overdoses. Ça tient à la dose utilisée. Je sais que le docteur Colom disait qu'on était à 0,4 mg. Aux États-Unis, en intranasal, le kit donc de naloxone intranasal contient 4 mg de naloxone, le kit entier. Donc, le docteur Strang et moi-même, c'est un point qui nous tient vraiment à cœur et je suis un peu d'accord avec lui, à savoir qu'on veut donner suffisamment de naloxone pour pouvoir contrer l'overdose et sauver la vie de la personne, mais de notre côté, la dose de naloxone qui est utilisée aujourd'hui est très élevée dans certains cas.
et ça va précipiter des effets de sevrage très forts. Donc, pour ce qui est de la durabilité du programme, la préoccupation que nous avons, c'est que les utilisateurs vont commencer à comprendre que quand ils donnent la naloxone, cette dose de la naloxone, cela va induire un sevrage fort de la violence, des agressions, des choses que d'ailleurs on a capturées dans certains, recueillies dans certains des questionnaires. À toutes les personnes qui ont mené le sauvetage, on leur a dit qu'est-ce que vous avez observé au moment de l'overdose et après. Eh bien, la sévérité de la réponse était au maximum pour presque tous les symptômes. Beaucoup de vomissements, beaucoup de diarrhée. Et on a même eu un participant qui a eu une overdose au labo et on a vu que c'était vraiment terrible en termes de symptômes. De notre côté, on a beaucoup d'articles qui sont publiés en ce moment qui nous dit que la non-disponibilité de naloxone pour contrer une overdose au fentanyl et devoir utiliser 12 ou 16 mg de naloxone pour contrer cette overdose au fentanyl. Donc, on veut sauver la vie des gens, mais on veut aussi que le programme soit durable. Et donc, je n'ai pas une réponse toute faite. Ce qui m'intrigue beaucoup, et je ne sais pas si ça deviendra une réalité, je sais que dans certains pays, ils autorisent les utilisateurs de faire une titration de la naloxone jusqu'à obtenir l'effet recherché. Donc, avec le spray de 4 mg, on a une dose qui est délivrée et on ne peut pas réellement faire un titrage. Et moi, je voudrais qu'il y ait un produit qui permette à l'utilisateur d'utiliser la bonne quantité jusqu'à ce qu'il perçoive un effet sur l'overdose et pas plus, si vous voulez. Tandis que dans l'étude qualitative que nous avons réalisée, dans le groupe de John Strang, ils sont en train de se poser cette question en particulier. Et il se trouve que les gens qui ont pu faire une titration de la dose et n'administrer que la quantité nécessaire à stopper l'overdose sans avoir pour autant des symptômes de sevrage, ce sont les gens qui, en plus, par la suite, auront moins de probabilité de sortir pour se chercher à nouveau de la drogue. Donc c'est une question qui est bien sûr très difficile. Je souhaitais en parler parce que c'est intéressant pour le débat. Disait Patrick tout à l'heure, je crois que l'exemple catalan est excellent. D'autres personnes s'interrogeaient sur comment entrer en contact avec les usagers le plus en danger par rapport à la question des surdoses. Et je crois que tu donnes la réponse, c'est-à-dire plus on produit de services de réduction des risques adaptés, plus on attire les gens. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a créé au début, on commençait avec des seringues, et progressivement on a diversifié. Et un des génies de la RDR, c'est que c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution face aux nouvelles pratiques, face aux nouvelles difficultés. Et je crois qu'effectivement, enfin, on salue quand les pouvoirs publics, quand les tutelles ont la clairvoyance de savoir qu'il vaut mieux mettre un petit peu d'argent dans la réduction des risques. Je dis un petit peu, parce qu'évidemment, ça sera beaucoup moins cher que les morts et les maladies et tout ce qui est du côté de la répression, et qu'il vaut mieux effectivement investir dans la réduction des risques, parce que c'est comme ça que tu peux produire des chiffres aussi exemplaires. Bon, pas parfait, mais mieux que pire. C'est ça la réduction des risques. Si. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'une des choses que nous avons observées nous-mêmes, c'est qu'à partir de ce réseau aussi important de réduction de risques physiques, hormis le conceptuel, c'est l'endroit où on distribue le plus grand nombre d'instruments de prévention, des kits et même effectivement des programmes d'échange de seringues, puisque nous avons 700 points et parmi ces 700 points, on distribue environ 1 million de seringues et où l'endroit où on les distribue plus, ce sont bien justement ces salles d'injection sous contrôle. Et il en est de même pour les surdoses. La manière où on a donné des meilleures formations sont des gens qui sont sous traitement et où on peut donner des
programmes les plus importants et le plus grand nombre d'usagers sont embauchés dans ces programmes pour ce faire. C'est à ces endroits-là. Miguel. Oui. Bonjour. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Joam une chose et aussi poser une question. Par rapport à ce qu'a dit Joam sur l'Espagne, c'est vrai, je souscris. Dans le reste de l'Espagne, malheureusement, le niveau d'intervention est bien inférieur à ce qui se passe en Catalogne. Et à part la salle d'injection de Bilbao, celle de Madrid, qui était pourtant la première en l'an 2000 à ouvrir, à fermer en 2012. Alors c'est vrai que la scène de consommation a changé, elle est partie ailleurs, mais justement, il était question de refaire une salle à Madrid et elle n'a jamais revu le jour, hein, pour des raisons politiques essentiellement. Mais également, je voulais rajouter aussi une chose sur l'Espagne. C'est vrai que la Catalogne a quand même une particularité, c'est qu'on injecte beaucoup en Catalogne. Dans le reste de l'Espagne, le sida est passé par là et les gens chassent le dragon sur du papier d'alu beaucoup plus que d'injecter. Donc évidemment, avec la chasse au dragon, on a donc fumé de l'héroïne ou de la cocaïne basée sur du papier d'alu. Ça réduit beaucoup les risques d'overdose, même s'ils sont toujours présents, bien évidemment. Donc c'est une caractéristique de la Catalogne. Ça vient aussi au niveau du produit. C'est-à-dire que l'héroïne qu'on trouve à Barcelone, même si parfois elle peut être fumable, elle ne l'est pas autant. En tout cas, c'est une héroïne souvent grise qui n'est pas consommable de cette manière. Donc voilà, c'est un petit commentaire. Et sinon, ma question, c'était est-ce que dans les formations, aussi bien donc, en Catalogne qu'aux États-Unis, on apprend aux usagers aussi à gérer, parce qu'on parle de 4 mg de naloxone, l'effet de manque qui va être ensuite provoqué chez l'usager. Est-ce qu'on apprend à gérer les personnes, aussi bien les professionnels d'ailleurs que les usagers, à gérer cet état de manque qui va forcément intervenir. Je me souviens que souvent d'avoir entendu des commentaires dans des services d'urgence en France de médecins qui disaient mais c'est quand même ces drogués quand même ils sont terribles, on les sort d'une situation mortelle et la première chose auquel ils pensent c'est d'aller se défoncer. Évidemment on leur avait administré une dose importante de Narcan et la personne se trouve mal au réveil. Donc est-ce que dans cette formation il y a cet aspect de gestion du manque dans les minutes dans laquelle la personne recouvre la conscience et se demande ce qu'elle fout là, quoi. Et ce qui lui est arrivé. Dans mon étude, nous n'avons pas proposé cette formation et a posteriori, je me dis qu'on aurait dû, parce que c'est très important de donner cette formation. On a souvent des cas d'usagers de drogue qui sauvent d'autres usagers de drogue. Ils n'ont pas trop envie d'appeler les secours, ils n'ont pas trop envie d'appeler les urgences. Et souvent, ce sont des personnes qui vont réutiliser par la suite, avec donc encore un risque d'overdose. Nous avons soumis récemment le dossier pour avoir un plus de financement pour poursuivre notre étude. Parce qu'évidemment, il y a toujours des questions de faisabilité, de coût. Des formations de 2 heures, ce n'est pas faisable dans beaucoup de contextes. Et donc, il faut essayer de comprendre quelles sont les composantes de la formation qui sont les plus importantes pour ce qui est de l'augmentation de la probabilité d'usage du kit. Donc, on essaie de voir ce qui est le plus efficace. Et on n'a pas encore la réponse. Mais cela dit, si nous avons le financement, nous ferons effectivement une formation supplémentaire sur la gestion des symptômes de sevrage. Bien, dans notre cas, effectivement, la priorité, Miguel, c'est la formation dans la prévention de l'overdose et tout ce que cela comporte. Mais comme, effectivement, la formation dépasse ces 2 heures, on ne le fait pas en un seul jour.
il y a beaucoup de rappels, il y a des ateliers constants. On parle également des conséquences quant à l'usage et les critères. Notre priorité absolue, finalement, c'est effectivement qu'ils se dirigent vers les services d'urgence, car c'est aussi un élément qu'on va pouvoir profiter. La plupart des fois, on les utilise et finalement, ça veut dire que cette personne va se déplacer à une ambulance médicalisée, il va rester un certain temps ou il va aller à un hôpital. Et lorsqu'il est là, à l'hôpital, on va également profiter de cette occasion pour gérer les conséquences de cette situation. C'est une formule également indirecte ou moindre de pouvoir également attirer ce type d'usagers. Mais on parle effectivement de cela dans la formation. C'est vrai que nous n'avons pas une épidémie aux opioïdes avec le fentanyl. Et j'espère qu'on ne l'auront pas, espérons-le, en Catalogne. Mais avec ces 0,4, franchement, nous n'avons pas observé beaucoup de problèmes concernant le sevrage et le besoin d'immédiatement consommer des drogues. Et en plus, on fait une progression. On dit, on va donner une première dose, attends 5 minutes, peut-être ce n'est pas nécessaire, la deuxième dose. C'est pourquoi le risque de sevrage aigu est moindre. C'est pourquoi, avec cette stratégie, avec ces concentrations, nous n'avons pas dépisté pour l'instant et on n'a pas observé un feedback en disant, écoutez, ça ne va pas. Non, on n'a pas reçu ce type de réponse. Oui. Je suis frappé par, effectivement, l'expérience de Barcelone. Je trouve qu'il y a deux dangers pour mettre en place ce genre de choses. D'abord, à partir du moment où les programmes marchent bien, les politiciens se disent qu'il n'y a pas de problème et ne sont plus interprétés par question, réduisent les subsides. En plus de ça, bon, je viens de Belgique, de Bruxelles, ceux qui font la politique de réduction des risques, ils mettent de l'argent et c'est la santé publique qui gagne de l'argent. Il y a toujours des ambiguïtés comme ça et donc, quelque part, les politiciens n'ont pas nécessairement l'intérêt de voir parce que ça ne leur apporte pas rien. Et donc, il faut vraiment une volonté coordonnée entre les différents niveaux de pouvoir pour arriver à quelque chose. Et je crois que c'est quand même une très grosse difficulté. Merci de votre remarque. Je crois qu'il y a une autre personne au fond de la salle. Il va falloir s'arrêter parce que Sandra Comer doit partir absolument à 11h. Oui, simplement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Mais écoutez, et je vous parle en ma propre expérience. Ce n'est pas de l'évidence scientifique, mais par expérience professionnelle, depuis 1985, je travaille dans le domaine des drogues en Catalogne. J'ai eu plus de 10 ministres régionaux. Et il est très important que le leadership technique soit capable de transmettre aux politiciens les avantages que peuvent avoir ces actions de prévention publique. Et je dois l'avouer, je n'ai pas eu trop de problèmes à agir, à développer des programmes qui, à certains moments, c'était très complexe et très innovateur. C'est pourquoi très important aussi de lidérer, de piloter scientifiquement, techniquement les lignes d'avancée. Car sinon, le politique, s'il a comme responsable technique ne lui donne pas suffisamment de garanties ou de la confiance, il a peur. Et c'est pourquoi il est très important de dire ceci fonctionne, cela, et cela fonctionne parce que c'est évident et parce qu'il y a une amélioration de la qualité et que cela aussi a un coût-profit extraordinaire pour le système sanitaire. C'est en tout cas mon expérience très humble que j'ai vécue. Mi pregunta era para Joan Colón. Soy Unai, de la asociación ILACET. No sé si se me ve. Quizás te suene porque hacemos un trabajo muy parecido a Energy Control en cuanto al análisis de sustancias ilegalizadas en proyectos de reducción. Des projets de réduction de risque. Je me demande alors si vous n'avez pas envisagé inclure ce type de service d'analyse d'héroïne dans le réseau, car l'un des risques, c'est que la pureté réelle soit bien plus importante que ce que l'usager s'attend. Et surtout en sachant qu'il y a d'autres associations qui font ce type de contrôle sur la pureté
et qu'il y a des professionnels qui sont formés. Et dans le cas des États-Unis, en plus, pour des raisons du fentanyl, ça pourrait être également très intéressant aussi de savoir la composition réelle de la substance pour pouvoir prévenir ensuite ces overdoses. Merci. Oui, effectivement. Energy Control est une société qui travaille avec nous. Nous avons des accords avec eux de manière que ce que nous faisons avec eux, c'est le testing dans la rue. Mais le testing dans la rue d'Energy Control n'est pas tellement sur l'héroïne, mais plutôt des drogues normalement nocturnes, synthétiques et les nouvelles substances psychoactives. C'est pourquoi même dans le domaine des loisirs, et ils ont même aussi des activités pendant la journée, eux, ils sont plutôt axés sur la nuit, sur le nouveau toxicomane ou usager qui commence avec des produits. Mais ce que vous disiez est très intéressant. Pourquoi pas mesurer l'héroïne dans des centres ou les salles d'injection sous contrôle? Là, nous avons aussi peut-être un problème confidentiel et de police. Nous-mêmes, malheureusement, je dis bien, et c'est pourquoi je vous disais que je vous parlais de la possibilité d'utiliser l'héroïne comme traitement, parce que maintenant, nous avons tout le cycle. Il y a un téléphone quelque part. Pouvez-vous l'éteindre? Oui, merci. Non? Bon. Bon. On continue. Ne vous en faites pas. Pas de souci. Je disais, nous avons tout le cycle complet. La personne achète la drogue, il va à la salle d'injection sous contrôle, il prend sa drogue, mais nous ne savons pas quelle substance il est en train d'utiliser, quelle concentration il a. Ce serait l'idéal, mais on rentrerait dans une dynamique de contrôle de police complexe. Nous l'avons essayé aussi, mais que se passe-t-il avec les doses qui durent, qui nous laissent? Comment gérer ça? Nous sommes en train d'essayer de faire une étude rétrospective à ce niveau-là. Mais l'idéal, ce serait effectivement d'avoir pour ces personnes-là de l'héroïne. Dans ce cas-là, on aimerait bien que ce soit oral et lui dire, au lieu de prendre cette héroïne que tu as achetée dans la rue pour s'injecter, je te propose une héroïne de substitution prescrite. Mais ce serait l'idéal, mais nous ne savons pas que nous allons atteindre ce seuil. Obligé de partir. Jean-Pierre, tu veux la parole quand même, on te la donne. Alors. Bien sûr, remercier très chaleureusement Sandy et Johan pour cet excellent, ces excellentes présentations. Mais juste vous dire que avec Johan, we have a dream. Depuis ajouter un outil supplémentaire à la réduction des risques, c'est de pouvoir réaliser, organiser un THS annuel qui alternerait entre Barcelone, Sitges et Biarritz. Alors, on s'efforce. Et non, ça fait peut-être 10 ans qu'on se le dit, et donc on lance un appel à tous ceux d'entre vous ici présents, et particulièrement aux institutionnels, ceux qui ont des expériences à la fois politiques au niveau européen, la capacité de pouvoir mobiliser des aides européennes, par exemple, pourrait nous permettre de mener à bien, de réaliser ce rêve. Donc c'est juste ce que je voulais dire. Donc tous ceux qui peuvent nous aider dans ce sens sont bien sûr très bienvenus. Gracias, Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Moi, je te dis toujours avant de partir, moi, je voudrais quelque part combler ce rêve. Ça fait plus de 20-30 ans à Sitges, nous avions une journée très forte, une journée un peu semblable à ces journées à Biarritz, au congrès de Biarritz. Et c'est là où on s'est rencontrés il y a très longtemps. Et quelque part, en fait, effectivement, il faudra qu'on arrive donc à faire une année à Biarritz, une année à Barcelone, une année. Donc les organisations européennes, la communauté européenne, NAIDA, en fait, si toutes les institutions en fait nous accompagnent dans ce grand projet, on va arriver à bon port. Donc merci beaucoup.